Bonjour, bonjour. Je suis Sylvie Ngompe, la fondatrice du cabinet Impact. Impact est une structure qui travaille avec les jeunes pour sur leur sur la formation de leur caractère pour une génération plus résiliente, plus respectueuse et plus responsables. Nous travaillons aussi avec les dames pour qu'elles puissent construire leur estime d'elles-mêmes, définir leur vision de vie et les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Nous travaillons aussi avec les compagnies dans la cohésion des équipes et plus de communication. Aujourd'hui, c'est le premier webinaire sur une série parce qu'on est en plein confinement et parce que tous les enfants sont en train d'utiliser des mobiles et pour aller en ligne. On se demande, est-ce que nous, les parents, nous sommes outillés pour leur sécurité en ligne? C'est pour cela que nous avons fait appel à un expert en cybersécurité. Il s'appelle Gilbert Allégué, il est diplômé de l'Université de Manchester. Il a 20 ans d'expérience où il aide les entreprises à lutter contre des cyberattaques. Il est expert dans l'audit informatique, il a 2 enfants, donc il sait vraiment quels sont les termes à employer avec nos enfants, comment est-ce qu'il faut les rendre, les sécuriser quand ils sont en ligne. Aujourd'hui, il va nous aider, nous les parents, à avoir ces outils-là pour empêcher ce qu'on est, la recrudescence de ce qui se passe maintenant. Parce que imaginez-vous que le taux de pédophiles en ligne est passé de 250 en février à 450 en mars-avril, seulement au UK. Imaginez-vous si en Afrique, nous avions cette police des mœurs en ligne. Qu'est-ce que nous aurions? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler de la sécurité de nos enfants en ligne et je vais laisser la parole à Gilbert Allégué pendant 30 minutes. Il va nous entretenir là-dessus. Vous avez le bouton chat où vous pouvez poser vos questions. On aura 30 autres minutes pour la session questions-réponses. Soyez chez vous et apprenons de notre expert. Gilbert, s'il te plaît. Merci Sylvie. Bonjour à tout le monde. Euh, je vais déjà commencer par m'excuser. Je suis dans le nord de l'Angleterre et ça fait un bon bout de temps que je ne me suis pas exprimé en français. Donc, pendant la présentation, vous allez peut-être entendre quelques petits couacs en français. Veuillez m'en excuser. C'est des choses qui arrivent. Donc, comme Sylvie l'a bien dit, je suis expert dans le domaine de cybersécurité, cybercriminalité, en audit, etc. Et je travaille dans le nord de l'Angleterre. L'objectif de cette présentation est de vous aider à apprendre comment garder vos enfants et votre famille en sécurité sur Internet. Aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs risques auxquels vous et vos enfants peuvent être confrontés. Et notre intention n'est pas de vous décourager d'utiliser Internet, mais surtout de vous apprendre comment en bénéficier sans risque. Cette présentation a été créée avec l'aide du Centre pour l'éducation à la cybersécurité et le concours de la plus grande communauté de professionnels en cybersécurité, c'est-à-dire les membres certifiés du ISC au carré, dont je fais partie. Nombre d'entre nous sont comme vous, des mères et des pères soucieux de protéger nos familles. Nous allons débuter par quelques informations de base pour vous aider à comprendre le monde cyber et ce que nos enfants vont y faire. Beaucoup d'entre nous sont nés dans le cybermonde actuel. Beaucoup d'entre nous ne sont pas nés dans le cybermonde actuel. Nous sommes nés dans un monde où il n'y avait pas autant d'ordinateurs qu'aujourd'hui, ce qui signifie que nous sommes des migrants digitaux. Nos enfants qui sont de la génération actuelle, par contre, sont considérés comme des autochtones digitaux, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un monde interconnecté. Ce qui fait donc que de nombreux enfants reçoivent leur première tablette ou leurs premiers appareils connectés à Internet avant de pouvoir pleinement comprendre le pouvoir qui est entre leurs mains. De nombreux fabricants aussi de PC et de tablettes vendent leurs produits aux enfants dès l'âge de 3 ans. Il est donc extrêmement important d'être proactif et d'établir une base, une fondation solide pour la cybersécurité à la maison et de continuer à s'appuyer sur celle-ci au cours de l'évolution des enfants.
comme pour tous les autres sujets que vous discuterez avec vos enfants pendant leur développement, il est très important d'entamer le dialogue avec l'enfant et d'entamer ce dialogue-là assez tôt, de telle manière que l'enfant serait à même d'être réceptif à cette conversation-là et de grandir avec les bonnes notions de sécurité. S'il y a une chose à retenir de cette présentation, c'est que rien ne disparaît jamais véritablement sur Internet. Tout ce que nous postons sur Internet, il reste, même quand on les efface. Nous, et surtout les enfants, doivent donc comprendre que tout ce qui est partagé en ligne restera toujours en ligne. Ils peuvent supprimer un post ou retirer une image, mais cela ne signifie pas que cet élément n'a pas été stocké ailleurs ou que quelqu'un n'a pas fait une capture écran avant que l'élément soit retiré. Le Centre pour l'éducation à la cybersécurité a récemment conduit une étude à travers le monde auprès des enfants de 8 à 18 ans. Et les résultats sont assez intéressants, comme vous le voyez sur l'écran. 90% ont un appareil, soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur dans leur chambre à tout moment. Plus intéressant encore, 20% des enfants avouent utiliser Internet d'une manière qui n'est pas admise ou acceptable par leurs parents. 31 ont visité des sites de rencontres. 15% ont utilisé leur webcam avec des inconnus. Nombreux sont ceux qui empruntent les cartes de crédit des parents pour effectuer des achats en ligne. 31% ont menté sur leurs âges pour accéder au contenu adulte. Et je crois que le plus choquant pour moi, c'est que 87% n'ont pas appris à utiliser Internet de manière sécurisée. C'est donc à nous, parents et tuteurs, de veiller à ce que les enfants comprennent les règles élémentaires de sécurité et de définir des règles à suivre lors de la participation au monde en ligne. Il est donc important que nous expliquons à nos enfants qu'ils doivent être sécurisés en ligne et que ce n'est pas pénible de le faire. La sécurité en ligne doit être quelque chose de facile et doit être discuté confortablement autour de la table, dans la voiture ou alors de toute conversation en famille. Prenons l'habitude d'interroger régulièrement l'enfant de façon très amicale sur ses activités en ligne. Par exemple, avec qui il discute, avec qui il communique, le genre d'informations qu'il peut dévoiler ou ses messages. Il faut lui demander s'il a reçu des demandes inhabituelles et s'il s'est déjà senti mal à l'aise sur quelque chose qu'il a reçu en ligne. Les parents doivent partager avec les enfants, les soignants et les éducateurs ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsqu'ils parlent avec les enfants de la sécurité Internet. Les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Et il est donc important qu'on s'assure que les écoles ont mis la bonne sécurité en place en ce qui concerne l'accès des enfants à Internet. Et il ne faut pas hésiter à challenger les écoles et à poser de bonnes questions si on se rend compte que les bonnes mesures de sécurité ne sont pas mises en place. Commençons par il est important de commencer par des contrôles en fonction du temps d'utilisation. Empêcher les enfants de rester debout toute la nuit ou d'utiliser leur appareil mobile seul dans leur chambre, où ils peuvent surfer en privé, à l'abri des regards et faire des choses qui ne sont pas acceptables. Il faut utiliser des filtres d'accès et de contenu tels que Microsoft Family, qui est gratuit pour ceux qui utilisent Windows 10 et pour ceux qui n'utilisent pas Windows 10 mais qui ont d'autres systèmes d'exploitation, ils peuvent utiliser Norton Family ou NetNanny qui sont payants, mais qui permet donc de filtrer le contenu de ce que les enfants peuvent voir, qui permet de limiter l'accès à certaines applications. Par exemple, avec Microsoft Family ou avec NetNanny ou avec Norton, je peux limiter l'accès à WhatsApp sur le téléphone de l'enfant. Donc, je lui donne le téléphone, mais il n'a pas accès à WhatsApp, il n'a pas accès à Facebook parce que je l'ai bloqué au niveau de cette application. Ces contrôles d'accès peuvent aussi permettre la création de comptes non privilégiés. Ceci signifie que le compte de votre enfant n'est pas autorisé à télécharger ou installer des applications sans l'autorisation parentale. Nous recommandons aussi de configurer ces contrôles d'accès avant de remettre l'appareil à l'enfant. De plus, cela vous donne l'opportunité d'expliquer à votre enfant les dangers de télécharger certains logiciels et le risque de virus et de logiciels malveillants
qui peuvent attaquer l'appareil. Pour plus de contrôle, je vous conseille de penser à créer les mots de passe vous-même pour les enfants et exiger de saisir ces mots de passe vous-même lorsqu'ils souhaitent se connecter en ligne. Le cas échéant, quand vous ne pouvez pas leur imposer un mot de passe, assurez-vous de connaître leur mot de passe. Vous savez, n'hésitez pas de leur dire que vous exercerez un droit de regard sur la manière dont ils utilisent leur téléphone ou leur tablette. Et quand vous allez leur dire cela, n'hésitez pas et surtout tenez votre parole. Faites des vérifications de temps à autre et au besoin, imposez des conséquences pour tout écart ou comportement inapproprié. Il faut que l'enfant sache que je suis surveillé, je suis regardé et je ne peux pas faire du n'importe quoi en ligne. C'est important pour que l'enfant puisse garder des comportements sains. Parlons maintenant des réseaux sociaux. Et la question qui vient en ligne quand on regarde ce diapo, c'est que est-ce que vous pouvez citer toutes les applications qui sont représentées par les icônes qui sont là? Eh bien, sachez que vos enfants peuvent le citer, ils les connaissent tous et c'est important que vous les connaissez aussi, ces applications-là. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de WhatsApp, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Snapchat et il y a Ask. Ce sont les 7 sites des réseaux sociaux visités par nos enfants aujourd'hui, selon l'étude du Centre pour l'éducation à la cybersécurité. Plusieurs de ces sites ont un âge minimum requis, mais il est très facile de mentir sur son âge pour y accéder. En fait, l'étude montre que 30% des enfants mentent sur leur âge pour utiliser Facebook. Puis, on a constaté que c'est plusieurs parents et grands-parents qui ont aidé les enfants à créer des comptes, même s'ils n'ont pas l'âge légal requis pour le site. Sachez que toutes les données fournies aux réseaux sociaux sont emmagasinées et la plupart du temps, elles sont publiques par défaut et restent toujours en ligne. Même quand on les efface, ces données-là sont toujours là et ne disparaissent pas. Si votre enfant est assez mature et responsable pour utiliser les réseaux sociaux, si l'enfant a l'âge, vérifiez quand même que leur profil est privé. Allez dans les paramètres de configuration et ajustez les contrôles pour vous assurer que le profil de l'enfant n'est pas public et n'est pas visible à tout le monde. Prenez le temps de leur expliquer que tout ce qui est mis en ligne sur Internet est impossible à retirer et de ne pas publier des informations trop personnelles. Nous vous suggérons d'interdire à vos enfants de joindre un réseau social sans vous en parler d'abord. Nous suggérons aussi que votre famille dispose d'un contrat parent-enfant qui stipule les responsabilités de chacun dans l'utilisation d'Internet. Ce contrat permettra donc à chacun de connaître ses rôles et ses responsabilités. Ça permettra de définir de bonnes règles d'utilisation d'Internet pour vous et pour votre enfant et ça vous permettra d'être aussi à même de contrôler ce que l'enfant est en train de faire et de lui demander des comptes si l'enfant ne fait pas ce qu'il faut. Justement, les conditions d'utilisation des réseaux sociaux doivent en faire partie de ce contrat parent-enfant. Quand vos enfants reçoivent des amis à la maison, par exemple, vous ne les laissez pas toutes seules, sans surveillance. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Connectez-vous à ces réseaux et surveillez vos enfants. Créez un profil, suivez-les. Vous n'êtes pas obligé de publier et surtout, ne les mettez pas mal à l'aise. Mais il faut les surveiller. Il faut savoir ce qu'ils font et il faut lire certains de ces messages-là et savoir avec qui ils discutent, comment est-ce qu'ils sont en train de discuter, etc. Une fois que vos enfants sont sur les réseaux sociaux, il est important aussi de leur expliquer comment se protéger contre l'interaction avec des étrangers en ligne, mais aussi comment se protéger contre leurs propres activités, car ils pourraient le regretter plus tard. Nous avons vu des cas où des gens ont perdu des emplois parce que les postes qu'ils avaient faits il y a 10 ans, il y a 15 ans, sont revenus les poursuivre. Nous avons vu des situations où les gens ont été obligés de démissionner parce que des opinions qu'ils ont tenues il y a 15 ans sur les réseaux sociaux ont été déterrées et c'est revenu les hanter. Donc, c'est important d'expliquer aux enfants que ce que vous mettez en ligne ne peut pas disparaître et ça peut revenir vous hanter dans l'avenir. Les réseaux sociaux peuvent facilement devenir un concours de popularité
Et vos enfants peuvent aussi accepter comme amis des simples connaissances et même des étrangers, si ça leur permet d'apparaître plus populaire et de se dire que j'ai beaucoup plus de likes, j'ai beaucoup plus de contacts, j'ai beaucoup plus de gens sur ma page. Le risque ici, c'est que des étrangers et des criminels peuvent avoir accès au compte de votre enfant et cet accès-là les permet donc d'avoir des informations qui peuvent donc exploiter contre l'enfant ou contre les amis de votre enfant. La chose la plus importante à rappeler aux enfants en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est de réfléchir avant de faire quoi que ce soit en ligne. Rappelez aux enfants de ne pas divulguer leurs informations personnelles en ligne. Ceci comprend leur âge, l'école, l'adresse de l'école, l'adresse de la maison, le numéro de téléphone ou le nom de famille. On peut comparer cela à quelqu'un qui rencontre un étranger dans la rue. Si vos enfants rencontrent un étranger dans la rue aujourd'hui, ils ne vont pas directement commencer à lui donner toutes ces informations-là, le nom, l'âge, etc., etc. Il n'y a pas de différence entre un étranger dans la rue et un étranger en ligne. Même les informations anodines comme les derniers cadeaux achetés peuvent encourager un criminel en ligne. Rappelez aux enfants de ne jamais publier d'informations sur l'endroit et la date où vous partez en vacances ou en voyage ou d'annoncer en ligne que leurs parents ne sont pas à la maison. Parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui peuvent donc exploiter le fait que les parents sont absents pour venir attaquer les enfants. Il faut encourager l'usage d'un avatar comme photo de profil. Ça serait beaucoup plus intéressant si les enfants n'utilisent pas leur photo, mais un avatar. Un avatar, c'est l'usage d'un dessin au lieu d'une photo de profil. Les enfants peuvent parfois être un peu trop naïfs et penser qu'ils ont développé une connexion réelle avec une personne rencontrée en ligne. Imaginez pour un moment que votre enfant se lève de la table entre le plat principal et le dessert et ne revient jamais. Ça, c'est déjà arrivé, on l'a vu, surtout ici en Angleterre. Mais je connais aussi des histoires au Cameroun où des enfants ont disparu suite au contact qu'ils ont fait à travers WhatsApp. Par exemple, un enfant est allé ouvrir la porte à un ami rencontré en ligne et a été kidnappé à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'histoires effrayantes comme cela à propos d'enfants kidnappés ou tués par un ami qu'ils ont rencontré en ligne. Certains criminels sont prêts à tout pour convaincre les enfants d'envoyer une photo, de les rencontrer dans le monde réel ou bien de participer à des activités illégales. Même sans envoyer de photos directement à un étranger, celui-ci peut arriver à déterminer où l'enfant vit, où il va à l'école, juste en regardant les photos que les enfants publient. Ça veut dire donc que publier des photos sur des réseaux sociaux vient aussi avec beaucoup de dangers. Publier certaines photos peut révéler des informations ou donner des informations précieuses à un criminel, comme l'adresse du domicile, l'adresse de l'école des enfants, le nom des parents et leur emploi. Même un panneau de signalisation ou une uniforme d'école ou un poster en arrière-plan peuvent donner des informations cruciales à un criminel. Les photos prises par un téléphone portable, une tablette ou une caméra ou autre appareil disposant d'un service de localisation peuvent fournir des coordonnées géographiques exactes de l'endroit où a été prise la photo à travers ce qui est souvent appelé la géolocalisation. Si une personne publie ou partage une photo contenant des informations de géolocalisation, toute personne pouvant accéder à la photo peut aussi connaître l'emplacement exact de la photo, l'emplacement exact où la photo a été prise, comme l'adresse de la maison ou de l'école ou des lieux de vacances où la photo a été prise. La géolocalisation peut être désactivée, mais vous devez faire bien attention parce que la géolocalisation a aussi ses avantages. Plusieurs services de géolocalisation, en fait, peuvent vous aider à permettre ou peuvent vous aider à localiser les enfants ou celui qui utilise le téléphone. Vous ne devez donc pas désactiver la géolocalisation que pour les photos. Laissez les autres applications et services de géolocalisation en place pour vous permettre donc de localiser l'appareil ou la personne qui utilise l'appareil en cas d'urgence. Si besoin, vérifiez avec le fournisseur du portable ou le fournisseur de services de téléphonie ou regardez sur les manuels de l'appareil en ligne pour comprendre comment désactiver la géolocalisation. Un autre sujet très important concernant les enfants et les photos, c'est le sexting. Voilà. Donc, concernant les enfants, c'est le sexting.
Les enfants prennent des photos d'eux que l'on qualifierait de sexuellement explicites et les envoient par SMS ou via une application qui donne l'impression qu'une fois que les destinataires regardent les photos, elles vont disparaître. Ce n'est pas le cas. Or, ces photos-là restent et peuvent être utilisées contre l'enfant. Et cette situation peut ruiner l'estime de soi des enfants, leur réputation et leurs relations. Et on a vu des cas où ça poussait des enfants à des actes regrettables. En plus du sexting, ou ce qu'on appelle le sextage, il y a aussi le sextorsion, qui est une situation où les jeunes sont forcés à transmettre des images à caractère sexuel ou à se livrer à des actes sexuels à la caméra ou devant une caméra. Et quelqu'un de l'autre côté filme tout cela ou recueille ça et utilise ça comme un outil de chantage contre ces enfants-là. Les services de vidéo en direct rendent les jeunes encore plus vulnérables à cette forme d'exploitation parce que les jeunes peuvent se faire enregistrer à leur insu et que les images peuvent ensuite servir de moyens de chantage avec menace de les diffuser. Donc, il est très important de faire attention aux webcams, de faire et d'expliquer aux enfants le danger de ne pas faire attention à l'utilisation de leur webcam ou de ce qu'on filme et qu'on poste sur Internet. Les enfants sont aussi exposés à la cyberintimidation, généralement définie comme un comportement abusif, ciblé, délibéré, répétitif et destiné à causer du tort. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été témoins d'une intimidation à l'école. Imaginez que cette intimidation dans la cour de l'école vous suit dans votre maison, dans votre chambre, dans votre intimité, à travers votre téléphone. Ça va être très difficile. Et il faut faire attention parce que cette intimidation-là arrive souvent avec des conséquences vraiment néfastes pour l'enfant et pour son entourage. Et nous avons vu des cas où les enfants ont pris des actions drastiques pour pouvoir échapper à la cyberintimidation. Les enfants et particulièrement les adolescents n'ont pas le même sens de valeur de vie que les adultes. Ils vivent parfois et meurent à cause de la façon dont ils sont perçus par leur père. Bien que la cyberintimidation devienne de plus en plus courante, nous ne pouvons pas la tolérer. Enseigner aux enfants à se confier à vous ou à un autre adulte responsable lorsqu'ils sont victimes ou s'ils connaissent quelqu'un qui est victime de cyberintimidation, de les encourager de parler ou de parler à la place de ces personnes-là parce que c'est important d'attaquer ce fléau-là et de le gérer rapidement. Expliquez à vos enfants les étapes pour impliquer la police au cas où la personne en question continue ses activités inappropriées. Ça peut être la police, ça peut être l'école, ça peut être quelqu'un d'autre qui peut prendre des actions. Expliquez aux enfants qu'ils ne peuvent pas gérer les cas de cyberintimidation eux-mêmes. Ils ne sont pas à même de le faire. Exactement comme dans la cour de l'école où ceux qui sont intimidés pensent qu'ils sont capables de lutter, ils sont capables de gagner la bataille, mais ce n'est pas évident, ça ne se passe pas souvent comme ça. Voici quelques signes qui peuvent montrer que votre enfant est victime de cyberintimidation. La colère, la dépression, la frustration après l'utilisation des appareils. L'enfant arrête subitement d'utiliser l'appareil ou l'enfant arrête d'utiliser les réseaux sociaux, des applications ou des jeux. Ou votre enfant devient subitement inquiet quand il faut aller à l'école ou l'enfant décide de s'isoler anormalement de ses amis et de sa famille. Tout ça sont des indices qui devraient vous pousser à commencer à vous poser des bonnes questions et à commencer à regarder. Ne les ignorez pas. La cyberintimidation est réelle et est faite de vagues. Et je connais des cas au Cameroun où des parents ont regretté n'avoir pas eu ou ont regretté n'avoir pas suivi ces indices-là à temps. Malheureusement, la cyberintimidation n'est pas la seule chose qui est apparue avec l'arrivée d'Internet. Il y a aussi les jeux vidéo. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont beaucoup plus qu'un jeu. C'est plus violent, c'est la nudité, c'est la prostitution, c'est aussi des connexions non sollicitées avec des étrangers. De nos jours, les tablettes et les téléphones sont aussi puissants et ils permettent de jouer à des jeux similaires à ceux joués sur les PC. Ça veut dire que vos enfants n'ont pas besoin d'une console de jeu pour jouer à ces jeux vidéo-là. Ils peuvent utiliser les tablettes,
ils peuvent utiliser leurs ordinateurs de chambre, ils peuvent même utiliser leur téléphone à jouer à ce jeu-là et donc s'exposer à du contenu violent, à des contenus sexuellement explicites, à des contenus de nudité, ce qui ne serait pas une bonne chose. Il est donc important de s'assurer que des bonnes restrictions sont en place. Il est important que les parents définissent le temps, des temps de limite des jeux pour assurer la sécurité de leurs enfants dans cette communauté de jeux en ligne. Assurez-vous surtout que les restrictions d'âge sont respectées pour ce jeu-là. Et vous pouvez les voir sur les CD de jeux ou sur les tablettes. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que même quand le classement est approprié à un jeu, par exemple un jeu très populaire avec un classement d'adolescents basé sur son contenu, il peut arriver que ceux qui jouent à ce jeu-là sont des adultes et ont des conversations très adultes lors du jeu, ce qui ne serait pas bon pour l'enfant. Dans ce cas-là, un jeu qui est adolescent, avec des joueurs adultes, des conversations adultes et des comportements adultes ne serait pas approprié pour votre enfant. Et donc, ça serait intéressant d'expliquer aux enfants de savoir identifier ce genre de situation et de pouvoir se déconnecter rapidement. Les jeux ne sont certainement pas le seul moyen pour vos enfants de discuter en ligne. Il y a aussi des forums qui permettent aux enfants de discuter en ligne. Les forums sont en fait des sites spécifiques réservés aux discussions en ligne. Celles-ci sont souvent pas liées à ceux-ci sont souvent pas un lieu idéal pour les enfants et peuvent constituer un lieu privilégié pour un langage injurieux. L'avantage des forums, c'est que les gens y sont anonymes. Donc, et c'est intéressant pour les enfants parce qu'ils peuvent aller dans ce forum-là, ils peuvent parler de façon anonyme à des gens, ils peuvent expliquer ce qui les plaît, ce qui ne les plaît pas, et les gens vont les écouter. Ce qui est dangereux, c'est que la personne qu'on croit être peut-être un autre adolescent à l'autre bout du forum peut être un criminel. Il peut vous écouter, il peut même compathiser ou sympathiser avec vous, mais tout ce que vous l'expliquez ou tout ce que l'enfant l'explique peut être utilisé contre l'enfant. Et donc, les enfants doivent donc faire très attention aux forums et surtout les forums de chat, parce que c'est souvent là-bas que ces prédateurs-là vont se cacher. Si votre enfant visite des forums, ils doivent rester anonymes et ne pas divulguer les informations personnelles. Ils doivent choisir un alias qui ne donne pas leur vrai nom et ne dévoile pas leur localisation. Si les discussions se tournent vers des sujets très sensibles, par exemple le sexe et les drogues, dites aux enfants de se déconnecter rapidement. Apprenez aux enfants de ne jamais suivre les instructions d'un étranger sur Internet, de ne jamais leur envoyer de photos, même si c'est des photos innocentes, et de ne jamais télécharger des fichiers envoyés par qui que ce soit sur Internet. Pensez à avoir de bons mots de passe. L'exigence des mots de passe ne risque pas de diminuer ou de se simplifier avec le temps. Donc, prenez l'habitude d'établir de bons mots de passe et des mots de passe forts parce que ces mots de passe empêchera ou vont protéger les appareils et feront en sorte que les gens ne peuvent pas avoir accès aux données que vous avez sur vos appareils. N'hésitez pas à utiliser une phrase complète, un dicton ou même des paroles d'une chanson. Il faut simplement enlever les espaces et voilà, vous avez un très bon mot de passe. Par contre, évitez des mots de passe comme qui sont peut-être des noms de vos enfants, les mots de dictionnaire ou des lettres ou des chiffres qui se suivent, par exemple A ou 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça, ce ne sont pas des bons mots de passe. Faites aussi très attention au téléchargement sur Internet. Vous devez aussi discuter avec vos enfants des dangers liés au téléchargement pour vous protéger contre l'installation potentielle des logiciels malveillants. Le but étant bien sûr de s'assurer que vos enfants ne sont pas exposés à des contenus inappropriés ou que vos appareils ne sont pas compromis avec des logiciels malveillants. Le téléchargement des logiciels doit être un autre point important à aborder quand vous parlerez à votre enfant de votre contrat parent-enfant en ce qui concerne les activités sur Internet. La possibilité de télécharger des jeux depuis la boutique d'application doit être restreinte jusqu'à ce que votre enfant soit assez grand pour prendre ses propres décisions.
avant de donner un téléphone portable à votre enfant, vérifiez qu'il n'ait pas la possibilité ou le mot de passe d'installer de nouvelles applications. Dans le cas contraire, ceci peut être imprudent. Vos enfants doivent savoir ce que sont les logiciels malveillants et pourquoi il est dangereux de télécharger certaines choses sur Internet. Assurez-vous que tous les appareils ont un antivirus. L'antivirus aidera à lutter contre les logiciels malveillants et donc c'est bien d'avoir un antivirus, mais il faut avoir un antivirus qui est à jour. Assurez-vous que l'antivirus est configuré pour se mettre régulièrement à jour. C'est très, très important. Assurez-vous aussi que les enfants ne... Assurez-vous que vous avez appris aux enfants qu'ils ne doivent en aucun cas continuer la visite d'un site web si celui-ci projette un avertissement à propos de la sécurité du site ou de l'expiration des certificats. Ces avertissements veulent tout simplement dire aucun visiteur permis. Souvent, quand vous allez sur un site web, votre logiciel d'antivirus vous dit ce site web n'est pas à visiter ou ce site web est dangereux ou peut être dangereux. Ne visitez pas ce genre de site web parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais ou de dangereux avec ce site web. Les arnaques en ligne ne sont pas différentes de celles du bon vieux temps. Elles sont juste en ligne désormais et sont plus difficiles à reconnaître. Rappelez-vous, si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Les mails d'hameçonnage sont malheureusement très courants. Ce sont tous des mails que vous recevez de quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre ou d'une entreprise qui vous demande de faire quelque chose comme cliquer sur un lien pour changer votre mot de passe ou d'ouvrir une pièce jointe que vous devez avoir. Parfois, on a de la chance que et l'antivirus qu'on a sur la machine intercepte cela. Mais souvent, ce n'est pas le cas et donc il faut être très vigilant et être à même de reconnaître ces arnaques sur Internet. Les parents doivent reconnaître les signes d'un mail d'hameçonnage. Par exemple, expéditeur inconnu, pièce jointe ou lien bizarre et l'utilisation des tactiques pour vous faire peur. Souvenez-vous, cliquez sur un lien ou ouvrez une pièce jointe seulement si vous vous attendiez à le recevoir. Ne cliquez pas sur quelque chose que vous ne vous attendez pas à recevoir. Et quand bien même vous recevez une pièce jointe ou un mail suspicieux de quelqu'un que vous connaissez, prenez le temps de confirmer avec cette personne-là par autre moyen si la personne vous a effectivement envoyé ce message-là. Appelez-le, téléphonez, etc. pour confirmer que ce message-là vient effectivement de cette personne-là. Finalement, n'oubliez pas de sauvegarder vos données. Les ordinateurs faillissent et les téléphones portables se cassent ou sont perdus. Mais si vous avez des sauvegardes de vos données, souvent dans le cloud, ça vous aide à récupérer ces données-là et ne pas souffrir de la perte de vos données. Donc, en rappel, il est important de suivre certains des conseils que je viens de vous donner lors de cette présentation. Discutez des sujets dont nous avons parlé le plus tôt avec vos enfants. N'attendez pas qu'ils utilisent Internet à l'école ou chez un ami pour commencer cette discussion-là. Le plus tôt serait le mieux. Rappelez-vous que les limites saines en ligne commencent hors ligne. Il faut utiliser les contrôles parentaux. Expliquez le sexting et ou la sextorsion et les conséquences. Protégez et mettez à jour et faites des sauvegardes de vos données. Reconnaissez les signes de cyber-intimidation et surveillez et communiquez toujours avec vos enfants. C'est très important. J'espère que cette présentation a été bénéfique pour vous et vous avez appris un peu plus sur le cybermonde et comment protéger vos enfants en ligne. Je vous remercie d'avoir suivi et si vous avez des questions, je veux m'atteler à les répondre. Merci beaucoup, Gilbert. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. 30 minutes, c'est trop court pour aller en profondeur dans toutes les questions que sont la cybercriminalité et la sécurité de nos enfants. Merci beaucoup pour cet exposé. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que nous, les parents, nous sommes des migrants digitaux, alors que eux sont des autochtones digitaux. Mince. Et si nous leur disons, faites attention aux gens dans la rue, il faut qu'ils pensent aussi à faire attention aux gens en ligne. En plus, tu as dit les limites saines en ligne. Non, les limites saines en ligne commencent hors ligne. Brillant exposé, mon cher Gilbert. Et nous allons commencer avec les questions. On a reçu
quelques questions des participants. La première question était, quel est le bon âge pour donner l'accès Internet aux enfants? Le bon âge, c'est quoi le bon âge? Le bon âge, c'est un âge où l'enfant peut comprendre les dangers qui existent sur Internet. Parce que quand vous donnez l'accès Internet aux enfants, tel qu'on l'a expliqué dans cette présentation-là, il est important de l'expliquer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon sur Internet. Maintenant, si l'enfant n'a pas l'âge de comprendre ce que vous essayez de l'expliquer, ou si l'enfant n'est pas capable, peu importe l'âge, moi je pense que le plus important, c'est de savoir que l'enfant a compris et peut suivre les consignes qui lui est donné sur son comportement sur Internet. L'âge intéressant pour moi doit se situer autour de 7 à 8 ans pour avoir l'accès à Internet, mais cela dépend aussi de la compréhension de l'enfant. C'est ce que nous voyons ici en Europe, où avant l'âge de 7 ans, les enfants sont limités à des jeux et à des vidéos sur des tablettes, mais pas de connexion Internet. À 7 ans. 7 ans, oui, minimum. D'accord. Super. D'autre part, il y a eu une question qui disait, est-ce qu'on est capable de filtrer le contenu de ce que l'enfant regarde sur YouTube, par exemple? L'enfant a accès sur YouTube. Est-ce qu'il peut y avoir un moyen de filtrer le contenu de YouTube? La question venait de Lailana. Oui et non. Aujourd'hui, YouTube est en train de travailler sur un filtre. Maintenant, sachez qu'il y a deux YouTube. Il y a YouTube pour enfants et il y a le YouTube pour adultes. YouTube a des filtres dans YouTube. Si vous allez dans les paramètres de configuration de YouTube, YouTube a des filtres. Maintenant, quand l'enfant va sur YouTube, assurez-vous que l'enfant a un compte YouTube. Pour que l'enfant puisse avoir un compte YouTube, vous devez, en tant qu'adulte, d'abord créer votre compte et ensuite créer le compte de votre enfant et vous allez définir ce compte-là comme un compte enfant sur YouTube. Avec ce compte enfant sur YouTube, YouTube sait automatiquement que ce compte appartient à un enfant qui a tel âge. Et automatiquement, les filtres de YouTube se mettent en place et va empêcher l'enfant de regarder certaines choses. Mais en plus de cela, YouTube a des filtres qui vous permettent de définir ce que l'enfant peut regarder. Et parce que vous êtes le parent de l'enfant et que c'est vous qui avez créé son compte, l'enfant ne peut pas modifier ce paramètre dans YouTube. Et donc, ce n'est que comme cela qu'on peut limiter ce que l'enfant peut voir. Je dois avouer quand même que ce n'est pas efficace à 100%, mais ça donne déjà quelque chose. Et je sais que YouTube travaille acharnement à limiter ce que les enfants peuvent voir sur YouTube. Mais il faut aussi le concours des parents parce que nous connaissons qu'il y a des parents qui donnent l'accès à YouTube sans créer des comptes, des accès ouverts aux enfants. Les enfants se connectent à YouTube comme des adultes. Maintenant, si l'enfant se connecte à YouTube comme un adulte, ben c'est clair qu'il aura accès à des contenus adultes et ça ne va pas beaucoup aider. Ça veut dire que le parent déjà doit avoir une certaine hygiène en ligne. C'est ce que tu veux dire par là? Absolument. Super. Il y a une question qui vient de Solange. Elle dit, beaucoup d'étudiants utilisent des logiciels piratés. Est-ce qu'ils sont à risque? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, effectivement, ils sont à risque. Le risque étant que dans beaucoup de cas, on a constaté que ces logiciels-là sont piratés, mais le pirate a injecté ce qu'on appelle souvent un code malicieux dans le logiciel. Donc, vous installez le logiciel sur votre machine, mais il y a en quelque sorte comme une porte arrière qui est ouverte. Et donc, le pirate peut prendre le contrôle de votre machine. Ce porte arrière-là permet à ce que d'autres codes malveillants puissent s'installer sur votre machine. Et votre machine est donc exploitée à des fins pas toujours bien. On a vu ici, par exemple, que certains étudiants commençaient à envoyer des mails et des mails vraiment pas gentils à leurs professeurs, à leurs surveillants. Et quand on a commencé à faire des enquêtes, on s'est rendu compte que les mails ne venaient pas de ces étudiants-là, mais ça venait quand même de leur machine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un logiciel malveillant sur les machines qui faisait tout cela. Donc, le risque, c'est que des mails ou des messages peuvent partir de votre machine sans
que vous ne soyez au courant. Et ça, c'est dangereux. Donc, il y a beaucoup de risques et on ne peut pas l'expliquer en quelques minutes comme cela. Mais évitez autant que possible d'utiliser des logiciels piratés parce que les pirates, pour beaucoup, mettent des codes malveillants qui ouvrent en quelque sorte une porte arrière sur votre machine et qui les permet donc de rentrer par la porte arrière dans votre machine et d'y faire des choses que vous n'aimerez pas. En quelque sorte, c'est comme cela. Merci beaucoup, Gilbert. Je vais revenir sur ce que tu nous as dit avant. Nous sommes des migrants digitaux et les jeunes sont des autochtones digitaux. Ça veut dire que ils maîtrisent souvent plus l'outil que nous. C'est ce que nous pouvons comprendre par cela. Est-ce qu'ils ne sont pas, s'ils sont déjà capables de contourner les contrôles que nous mettons sur tous les appareils, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Parce que eux, ils sont des autochtones, ils maîtrisent plus l'outil que nous, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, la seule chose à faire, c'est surveiller et discuter et mettre des conséquences. Surveiller, discuter et mettre des conséquences. Et c'est pour cela que dans la présentation, j'ai parlé de quelque chose qu'on appelle le contrat parent-enfant. Mettez d'abord ce contrat parent-enfant-là en place. Comme ça, l'enfant sait que voici ce que je peux faire et voici ce que je ne dois pas faire. C'est comme dans la vie ordinaire, vous avez des règles. Ces règles-là n'empêchent pas l'enfant d'aller faire ce qu'il veut. Mais l'enfant sait au moins que si on m'attrape, il y aura des conséquences. Et là, ça peut aider à limiter certains de ces écarts-là. Si vous dites à votre enfant, par exemple, que quand vous sortez, vous devez être à la maison avant 19 h. L'enfant sait comment ils peuvent continuer ces règles-là. Mais il sait aussi que le jour où je suis attrapé, les conséquences seront beaucoup plus graves que les quelques heures après 19 h que j'ai passé dehors. Donc, le contrat parent-enfant est très important. Ensuite, surveiller. Suivez exactement comme vous allez faire dans la vie normale, surveillez l'activité de vos enfants en ligne. C'est très important. Et surtout, discutez avec eux. Ce n'est que comme ça. Il n'y a pas de contrôle, même dans la vie actuelle ou en ligne, qui peut empêcher quelqu'un qui veut vraiment faire du mal de ne pas le faire. Que ce soit vos enfants ou que ce soit les pirates. Merci beaucoup, Gilbert. J'ai une question venant de Dorothée qui dit: est-ce que vous pouvez nous rappeler les applications capables de limiter les visites Internet des enfants et on les installe dans le téléphone du parent? Ça veut dire on donne un téléphone à l'enfant, on a des applications dans nos téléphones qui permettent de limiter des visites Internet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Donc, il y a une application que moi j'utilise moi-même qui s'appelle NetNanny. Donc, NetNanny, je pourrais vous envoyer la liste après. NetNanny peut s'installer. Il y a une console NetNanny que vous pouvez accéder en ligne ou sur le téléphone du parent ou par un browser. Et puis, vous installez NetNanny sur le téléphone, sur l'ordinateur de l'enfant. Et avec NetNanny, vous pouvez limiter le temps d'accès. Vous pouvez limiter les sites que l'enfant peut visiter et limiter même les applications que l'enfant peut installer sur la machine, y compris des applications comme WhatsApp, comme YouTube, comme Facebook, etc. Donc, NetNanny est très efficace, mais il est payant. Il y a aussi Norton Family, qui est payant, qui fait la même chose. Du côté gratuit, il y a Microsoft Family. Je crois que beaucoup de gens ne savent pas qu'avec Microsoft, une fois que vous avez installé Windows 10 sur votre machine, vous pouvez activer Microsoft Family et créer le compte Microsoft Family en tant que parent. Et Microsoft Family va gérer l'accès de vos enfants. Microsoft Family est capable, après 4 heures de temps, si vous dites que l'accès à l'ordinateur c'est 4 heures, après 4 heures de temps, Microsoft Family va fermer l'ordinateur. Vous pouvez définir dans Microsoft Family que l'enfant a accès seulement à telle application ou à telle autre application et l'enfant n'a pas accès à tel site web ou à tel site web. Et c'est gratuit, ça vient avec Windows. Donc, utilisez cela. Mais il y a Microsoft Family, il y a NetNanny, il y a Norton. Il y en a beaucoup d'autres, mais ces trois-là viennent rapidement en tête. Super. Microsoft Family, NetNanny et Norton. C'est ce que nous devrons... D'accord, merci beaucoup. Vous aviez aussi dit, cher Gilbert, que tout ce qui est posté en ligne, il reste toujours malgré qu'on fasse du formatage et que le risque
que nous avons, c'est qu'on retire ces données plus tard pour géopartiser notre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus, s'il vous plaît? Oui. Ce qu'il faut noter, c'est que quand vous postez, je prends un exemple sur Facebook, quand vous postez quelque chose sur Facebook, c'est partagé sur le serveur de Facebook, mais sur beaucoup d'autres serveurs. Oui. Quand vous l'effacez, ce n'est pas sûr que cette information a été effacée dans tous les autres serveurs dans lesquels cette information a été postée. Je prends peut-être un exemple qu'on peut comprendre, c'est-à-dire si je vous envoie un mail à vous, Sylvie, et que vous forwardez le mail à la personne A qui forward à la personne B, et que je vous demande, Sylvie, s'il te plaît, efface le mail que je t'ai envoyé. Oui. Si tu l'effaces, ça ne veut pas dire que toutes les autres personnes à qui tu as forwardé et les personnes qui ont aussi forwardé ce message-là l'ont effacé. Et donc, ça reste. Et donc, quand on regarde le contexte interconnecté d'Internet avec tous les ordinateurs qui sont en ligne et tous les serveurs qui sont en ligne, c'est clair qu'une fois qu'on a posté quelque chose, elle est répliquée sur beaucoup d'ordinateurs, sur beaucoup de serveurs. Et le fait de les effacer sur une machine ou sur deux machines ne veut pas dire qu'on les a effacés. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que sur le plan réglementaire, les autorités américaines et européennes imposent à tous les opérateurs, que ce soit Yahoo, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, de faire une sauvegarde continue et à la limite, à la minute, de tout ce qui est sur les machines, de tout ce qui est sur leur serveur. Et je me rappelle qu'il y a eu un procès entre Microsoft et l'Union européenne. Et c'est des mails que Bill Gates avait envoyés 5 ans avant le procès et qui croyait effacer lui-même, qui sont revenus le hanter et Microsoft a été condamné à plusieurs milliards de francs. Je parle de Bill Gates et de Microsoft. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que quand vous avez sauvegardé, il est là et il n'est pas effacé. Et donc, vraiment, faisons attention. Une fois qu'on a posté des images sur Facebook, on s'est dit, OK, c'était quand j'avais 14 ans. Nous avons vu des politiciens qui ont dû démissionner parce que ici en Angleterre, il y a quelqu'un qui a été nommé à un poste important qui a dû démissionner à cause des propos racistes qu'il avait émis quand il était au lycée. Et il avait peut-être 14-15 ans quand il disait cela, avec la fougue de jeunes. Et à l'âge de 40 ans, il a dû démissionner d'un poste important à cause de cela. Donc, faisons très attention. Nous ne sommes pas loin de cela au Cameroun. Super. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Merci aussi pour les réponses à tes questions. On doit boucler là dans 4 minutes. Mais ce que j'ai retenu, c'est que les parents doivent beaucoup discuter avec leurs enfants. Parce que comme nous, on est des migrants et eux des autochtones, ils peuvent toujours contourner les règles, mais un contrat parental et puis une question de confiance entre parents et enfants doit être mise en place pour que nos enfants soient en sécurité quand ils sont en ligne. Non seulement qu'ils soient en sécurité, mais qu'ils ne mettent pas leur avenir en jeu quand ils sont en train de faire des partages sans se rendre compte que demain ou après-demain, ça peut être contre eux. Qu'ils n'aillent pas rejoindre des groupes WhatsApp ou des groupes Facebook, je ne sais pas, qui peuvent les amener à avoir des comportements différents de ce qu'on est en train de leur apprendre à la maison. Je te remercie beaucoup pour ces tips que tu nous as donnés, Gilbert. Et j'espère qu'on te reverra samedi avec cette même présentation, mais pour nos amis de la langue anglaise. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Gilbert est parfaitement bilingue. Et dans 2 semaines, on travaillera aussi avec nos enfants sur comment rester sécure quand on est en ligne. Je vais te laisser la parole pour les derniers mots, Gilbert, pour les derniers conseils que tu nous donnes à nous les parents. Gilbert. Ben, ça serait d'abord de remercier tous ceux qui ont assisté à la présentation. Merci d'avoir pris la peine d'assister. Ça prouve que vous vous souciez des enfants et ça, c'est bien. S'il y a un conseil, c'est que peu importe ce qu'on fait, il faut établir un climat de confiance avec l'enfant. L'enfant va croire ce qu'on lui dit s'il nous fait confiance. Et je sais que c'est un sérieux problème partout au monde. Les enfants n'ont plus le temps avec les parents n'ont plus le temps avec les enfants. Il y a une crise de confiance entre parents et enfants
Et c'est cela que les pirates et les cybercriminels exploitent pour détourner nos enfants. Donc, vraiment, ce climat de confiance est important. C'est ce climat de confiance qui servira de fondation à tout ce que nous allons faire après, le contrat parent-enfant, les conseils, etc. Si l'enfant ne nous fait pas confiance, rien ne se passera. Merci encore d'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup, Gilbert. Merci beaucoup, chers parents, de nous avoir donné de votre temps. Nous espérons que nous avons apporté un peu plus de valeur dans l'éducation de nos enfants. Et pour ceux qui sont disponibles, on sera là encore samedi pour reparler de ces sujets en anglais. À bientôt. Bonne journée Bye bye. et stay safe. Dun, dun, dun.